Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un système absolument fascinant, notre système immunitaire. On va s'appuyer sur des notes de cours, celles du professeur Médour, pour essayer de décrypter un peu comment notre corps se défend au quotidien. L'idée, c'est vraiment de saisir les bases de cette incroyable machine de protection biologique. Sa mission principale, on la connaît un peu, nous protéger contre tout ce qui peut nous agresser, les bactéries, les virus, champignons, parasites. Mais il y a aussi cette lutte interne, contre nos propres cellules quand elles déraillent, comme les cellules cancéreuses. C'est une surveillance constante. Tout à fait. Et le concept clé vraiment fondamental, c'est cette capacité incroyable à distinguer le soi, c'est-à-dire ce qui nous appartient, nos cellules normales, du non-soi, donc les microbes, les éléments étrangers, et même, ce qui est plus subtil, le soi modifié, comme une cellule qui devient tumorale ou une greffe. Cette reconnaissance, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la réponse immunitaire. Sans ça, le système serait perdu. C'est vrai, c'est assez vertigineux quand on y pense. Bon, alors, imaginons une bactérie, disons, réussit à franchir la barrière de la peau. Concrètement, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu la toute première ligne de défense, l'immunité qu'on appelle innée ou naturelle. C'est la réponse immédiate. Des cellules comme les macrophages, on peut les voir un peu comme les nettoyeurs du corps, et les polynucléaires, elles arrivent sur place. Leur boulot principal, c'est la phagocytose. En gros, elles avalent, elles digèrent l'intrus. C'est une réponse très très ancienne d'un point de vue évolutif. D'accord, une sorte de force d'intervention rapide, quoi. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours suffisant, cette réponse innée. Exactement. Elle est rapide, c'est son grand avantage. Elle reconnaît des motifs assez généraux, communs à beaucoup de microbes. Un peu comme reconnaître un uniforme générique. Mais elle n'est pas spécifique à un microbe donné. Et surtout, elle n'a pas de mémoire. Si le même microbe revient plus tard, elle réagira exactement de la même façon, sans gain d'efficacité. C'est là qu'on a besoin d'autre chose. Ah, et c'est là qu'intervient la seconde ligne de Dufin. La fameuse immunité adaptative, c'est ça? Celle qui apprend. C'est tout à fait ça. L'immunité adaptative ou acquise, elle est plus lente à démarrer la première fois. Ça peut prendre quelques jours. Mais elle est incroyablement plus précise. Elle est spécifique d'un antigène donné. L'antigène, c'est un peu la carte d'identité moléculaire de l'agresseur. Les acteurs principaux ici, ce sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les B fabriquent les anticorps, des molécules qui vont neutraliser l'ennemi ou le marquer pour que d'autres cellules le détruisent. Les T, eux, ont des rôles plus variés. Certains aident à organiser toute la réponse, d'autres sont carrément des tueurs de cellules infectées. Et c'est elle, l'immunité adaptative, qui a cette capacité de mémoire. La mémoire immunologique. Absolument. C'est une propriété essentielle. Après une première infection, le système adaptatif garde en réserve des cellules mémoire, des lymphocytes B et T spécifiques de cet agresseur. Du coup, si on rencontre à nouveau le même microbe, même des années après, la réponse sera beaucoup plus rapide et plus forte. C'est d'ailleurs le principe même de la vaccination. On présente une version inoffensive du pathogène pour éduquer cette mémoire. C'est vraiment bien fait. Donc, si on essaye de résumer les grandes lignes, l'inné, c'est immédiat, généraliste, sans mémoire. L'adaptative, c'est plus lent au début, mais très spécifique, et avec une mémoire. C'est exactement ça. L'une agit comme une première digue, elle contient l'infection, et l'autre développe la réponse sur mesure pour éradiquer l'ennemi et s'en souvenir. Et même au sein de l'immunité adaptative, il y a encore deux grandes manières d'agir, deux stratégies principales. Ah oui, d'accord. Lesquelles? Alors, on a d'une part l'immunité humorale. Elle repose surtout sur les anticorps produits par les lymphocytes B. Ces anticorps circulent dans nos liquides corporels, le sang, la lymphe, ce qu'on appelait autrefois les humeurs, d'où le nom. Très efficaces contre les microbes qui sont à l'extérieur de nos cellules. Et d'autre part, on a l'immunité cellulaire. Là, ce sont les lymphocytes T qui sont directement à la manœuvre. Elle est cruciale pour éliminer nos propres cellules qui ont été infectées, par exemple, par un virus ou qui sont devenues cancéreuses. En gros, pour traquer les ennemis cachés à l'intérieur même de nos cellules.
Les lymphocytes T tueurs, qu'on appelle aussi cytotoxiques, reconnaissent ces cellules anormales et les détruisent. D'accord, donc les anticorps pour ce qui circule et les cellules T pour nettoyer à l'intérieur de nos cellules, si je simplifie beaucoup. On voit bien la complémentarité. Tout à fait. C'est vraiment un système intégré. Chaque partie a son rôle bien défini, depuis la reconnaissance jusqu'à l'élimination et la mémorisation. Comprendre cette différence entre inné et adaptatif et entre humoral et cellulaire, c'est vraiment la base pour appréhender comment notre corps se défend. Un système d'une complexité folle, mais logique dans son fonctionnement et qui apprend constamment. Oui, c'est ça. Et ça soulève d'ailleurs une question assez intéressante pour aller plus loin. Si notre système adaptatif apprend et garde une mémoire des infections passées, on peut se demander dans quelle mesure d'autres facteurs, peut-être notre environnement, notre alimentation, notre microbiote, pourraient influencer ou même entraîner cette mémoire immunitaire sur le long terme. C'est une piste de réflexion, quoi, sur la plasticité de nos défenses au-delà des simples rencontres avec les microbes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un aspect fascinant de notre immunité. On va parler d'une sorte d'école très sélective pour certaines de nos cellules de défense, les lymphocytes T. Oui, bonjour. Et on va s'appuyer sur des notes assez précises intitulées Les organes lymphoïdes et la maturation des lymphocytes T. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer où et comment ces cellules qui sont cruciales apprennent leur rôle, comprendre ce processus de formation. Tout à fait. Et pour commencer, il faut peut-être distinguer les organes lymphoïdes. Il y a les primaires, on peut dire les centres de formation, comme le thymus, dont on va beaucoup parler, et la moelle osseuse. D'accord, formation. Et puis il y a les secondaires, ça c'est plutôt les lieux d'action, comme les ganglions, la rate. C'est là où les lymphocytes T matures vont rencontrer les antigènes, les ennemis, et lancer la réponse immunitaire. Compris. Centre de formation d'un côté, champ de bataille de l'autre. Alors concentrons-nous sur le thymus, ce centre de formation principal pour les T. Où se trouve-t-il exactement? Alors le thymus, il est logé dans le médiastin, derrière le sternum, un peu dans le cou aussi. C'est un organe bilobé, fait de petits lobules. Et il a une particularité intéressante, non? Sur son cycle de vie. Ah oui, tout à fait. Il est assez volumineux à la naissance, il continue de grandir jusqu'à la puberté, et ensuite il commence à involuer, à régresser lentement avec l'âge. C'est un organe qui a son propre timing. Hmm. Et à l'intérieur, comment c'est organisé? Il y a deux zones principales. Le cortex, à l'extérieur, qui est très dense en cellules immatures, les thymocytes, qui se multiplient beaucoup, Ok. et la médula, la partie centrale, où on trouve des cellules plus matures, et aussi des structures spéciales comme les corpuscules de Hassall. D'accord. Et son rôle, alors, c'est bien confirmé que c'est le lieu de maturation des T. Oui, absolument. Chez les mammifères, le thymus est le site unique et indispensable pour la maturation des lymphocytes T. Les lymphocytes B, eux, maturent dans la moelle osseuse après la naissance. Et l'environnement dans le thymus est important, c'est ça? C'est pas juste un contenant. Non, pas du tout. C'est crucial. Le micro-environnement thymique, notamment les cellules épithéliales thymiques, forment une sorte de charpente en 3 dimensions. Elles agissent comme des guides, des nourrices même, pour les lymphocytes T en développement. Elles leur fournissent des signaux essentiels. C'est un environnement très interactif. Fascinant. Alors, suivons le parcours d'un lymphocyte T. Ça commence où? Ça commence avant le thymus, en fait. Les précurseurs des cellules souches lymphoïdes, qui expriment le marqueur CD34+, ils viennent de la moelle osseuse. Ok, il voyage depuis la moelle. Exactement. Ils arrivent par le sang, entrent dans le thymus, et là, ils migrent vers le cortex. À ce stade, ce sont des préthymocytes. Et ensuite, dans le cortex? Ils passent par plusieurs étapes. D'abord, le stade double négatif, DN. Ça veut dire qu'ils n'expriment ni le CD4 ni le CD8 à leur surface. Comme une recrue qui n'a pas encore son équipement spécifique. C'est une bonne image, oui. Puis vient une étape absolument clé. Ils réarrangent leurs gènes pour fabriquer et exprimer leur TCR, le récepteur des cellules T. C'est leur outil pour reconnaître les antigènes. L'équipement arrive. Voilà. Et une fois qu'ils ont un TCR fonctionnel, ils progressent au stade double positif, DP. Là, ils expriment les deux phénotypes, CD4+, et CD8+. C'est une étape majeure. La majorité des cellules dans le cortex sont à ce stade DP. D'accord, DP. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, les fameuses épreuves de sélection. Ah oui, là on entre dans le vif du sujet. Le thymus est extrêmement sélectif. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a deux grandes étapes de sélection.
La première? La sélection positive. Ça se passe dans le cortex. Le but, c'est de ne garder que les lymphocytes T dont le TCR est capable de reconnaître, même faiblement, nos propres molécules du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, ou HLA chez l'humain. Le CMH, c'est ce qui présente les antigènes aux cellules T, c'est ça? Exactement. Donc là, on vérifie si le lymphocyte T est capable de voir ce système de présentation. C'est une compétence de base indispensable. L'interaction se fait avec les cellules épithéliales corticales qui présentent ces molécules CMH. Et comment ça détermine s'ils deviennent CD4 ou CD8? Alors, si le lymphocyte DP interagit avec une molécule de CMH de classe 2, il reçoit un signal pour devenir un lymphocyte CD4+. S'il interagit avec une molécule de CMH de classe I, il deviendra un lymphocyte CD8+. Et ceux qui n'arrivent pas à interagir du tout? Ceux-là, ils sont considérés comme inutiles. Ils ne reçoivent pas de signal de survie et ils meurent par apoptose, une sorte de suicide cellulaire programmé. C'est ce qu'on appelle la mort par négligence. Et ça concerne beaucoup de cellules, j'ai lu des chiffres impressionnants. Énormément. On estime que plus de 95% des thymocytes DP sont éliminés à ce stade ou au suivant. C'est un processus très coûteux, mais absolument vital pour s'assurer que seules les cellules potentiellement utiles survivent. Waouh, 95%, c'est incroyable. Et après cette sélection positive, il y a la deuxième épreuve. Oui, la sélection négative. Elle a lieu principalement dans la médulla, mais commence déjà un peu dans le cortex. Là, l'objectif est différent. On veut éliminer les lymphocytes T qui reconnaissent trop fortement les complexes CMH peptides du soi. C'est-à-dire ceux qui pourraient attaquer nos propres cellules? Précisément. Le but est d'induire la tolérance au soi, d'éviter les maladies auto-immunes. L'interaction se fait cette fois avec les cellules épithéliales médullaires et les cellules dendritiques, qui sont très efficaces pour présenter un large éventail de nos propres antigènes. Et là, si l'interaction est trop forte, Si le TCR se lie avec une forte affinité à un auto-antigène présenté par le CMH, eh bien, c'est un signal de mort. Apoptose, à nouveau. donc interaction trop faible ou nulle égale mort pendant la sélection positive, interaction trop forte égale mort pendant la sélection négative. Il faut trouver le juste milieu. C'est exactement ça. Seules les cellules qui reconnaissent le CMH du soi avec une affinité faible à intermédiaire survivent à ces deux étapes. Ce sont elles qui deviendront des lymphocytes T matures, naïfs, prêts à combattre les infections. Et on mentionne aussi les macrophages, j'imagine qu'ils sont là pour nettoyer. Oui, les macrophages jouent un rôle crucial en phagocytant, en mangeant rapidement les milliards de cellules qui meurent chaque jour par apoptose dans le thymus. Ça évite l'inflammation et maintient l'ordre. Donc, pour résumer ce parcours incroyable, sélection positive dans le cortex pour l'efficacité, pour être sûr qu'ils reconnaissent le CMH, puis sélection négative dans la médulla pour la sécurité, pour éliminer les autoréactifs. C'est un double verrouillage. Absolument. C'est un système d'une élégance et d'une efficacité redoutables. Au final, on obtient des lymphocytes T matures naïfs qui sont soit CD4+, soit CD8+, on dit simple positif, compétents pour reconnaître les antigènes étrangers via le CMH, mais tolérants envers nos propres tissus. Et ces survivants, ils quittent ensuite le thymus. Oui, ils sortent du thymus par la circulation sanguine et vont rejoindre les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions, la rate, etc., où ils attendront patiemment de rencontrer un antigène étranger qui correspond à leur TCR spécifique. C'est là que leur vie active commencera vraiment. D'accord. Donc le thymus est vraiment l'école qui façonne cette armée de défenseurs, en s'assurant qu'il soit à la fois efficace et sûr pour nous. C'est une excellente synthèse. Compétence et tolérance au soi. Voilà les deux grands objectifs de cette éducation thymique rigoureuse. Le thymus sculpte notre répertoire immunitaire T. C'est passionnant. Mais ça soulève une dernière question. On a dit que le thymus régresse avec l'âge. Alors, comment notre réserve de lymphocytes T, qui est formée majoritairement quand on est jeune, continue-t-elle à nous protéger contre de nouvelles menaces tout au long de la vie? Et ces processus de sélection, que deviennent-ils si l'usine tourne au ralenti? C'est une question intéressante à laisser en suspens peut-être. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents vraiment intéressants. Ils éclairent deux organes clés de notre immunité, le thymus et la moelle osseuse. Oui, bonjour. Deux piliers essentiels en effet. Ces sources, elles nous expliquent comment sont produits, comment sont formés les lymphocytes, ces cellules qui nous défendent. L'idée, c'est de bien comprendre leur rôle et surtout comment ils interagissent, comment ils collaborent.
Alors on pourrait commencer par le thymus. Les sources le décrivent un peu comme une école d'élite. Très sélective pour les lymphocytes T. C'est une bonne image, oui. Une sorte d'université très spéciale pour une catégorie clé de nos défenses, les lymphocytes T. Son rôle est crucial pour leur maturation, leur différenciation finale. Et cette sélection, elle est comment? Ah, elle est d'une rigueur incroyable, mais c'est vital. En fait, le thymus, il agit comme un contrôleur qualité très strict. Il va identifier et puis éliminer les lymphocytes T qui pourraient se tromper de cible et attaquer notre propre corps. Ah oui, d'accord. C'est un mécanisme de sécurité essentiel. On appelle ça l'apoptose, le suicide programmé de ces cellules T dites autoréactives. C'est fondamental pour éviter les maladies auto-immunes. Une sorte de garde-fou interne, quoi. Exactement. Et on voit bien son importance quand il n'est pas là. Par exemple, dans le syndrome de Dijorge, une maladie où le thymus est absent dès la naissance. Les conséquences sont graves, j'imagine, non? Oui, dramatique. Pratiquement pas de lymphocytes T qui fonctionnent. L'immunité cellulaire est effondrée. Il y a même des signes précoces qui peuvent surprendre, comme la tétanie du nouveau-né. La tétanie, quel rapport? C'est lié à l'embryologie. Le thymus et les petites glandes parathyroïdes, qui régulent le calcium, se développent à partir de la même structure au début. Du coup, l'absence de thymus va souvent de pair avec un problème de parathyroïde. Ça montre bien à quel point le thymus est fondamental dès le départ. D'accord, je vois. Mais attendez, les documents disent aussi que ce thymus, il change avec le temps. Il ne reste pas pareil toute la vie. C'est exact. C'est ce qu'on appelle l'involution thymique. Ça commence vers la puberté en fait. Il rétrécit. Oui, l'organe diminue de taille, progressivement. Une bonne partie du tissu qui travaille, le tissu fonctionnel, est remplacé par de la graisse au fil des ans. Mais attention, hein, il ne disparaît jamais complètement. Ah, donc il reste quand même quelque chose d'actif, même plus tard. Oui. Des petits groupes de cellules, des îlots de tissu thymique persistent même chez les personnes âgées. Et surtout, la production de nouveaux lymphocytes T, la lymphopoïèse thymique, elle continue. Même si elle est réduite? Elle est très fortement réduite, oui, mais elle continue tout au long de la vie. Et ça d'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Laquelle? Comment notre système immunitaire T maintient sa diversité, sa capacité à répondre à de nouvelles menaces avec l'âge, si cette production de base diminue autant? Bonne question. Et si le thymus est l'école spécialisée, d'où viennent les étudiants T au départ? Et les autres cellules immunitaires, ça nous mène où, ça? Ça nous mène logiquement à la source, à la moelle osseuse. Ah, la moelle osseuse. Oui, les documents la décrivent comme l'organe hématopoïétique central. Bon, en clair, c'est l'usine principale. C'est là que sont fabriquées toutes nos cellules sanguines. Toutes? Les globules rouges, les plaquettes? Exactement. Et bien sûr, toutes nos cellules immunitaires. C'est le berceau de tout le monde. Donc c'est là que naissent les futurs lymphocytes T, ceux qui iront au thymus. Précisément. Les précurseurs des T naissent là, puis ils migrent vers le thymus pour leur formation supérieure. Mais la moelle, c'est aussi là que les lymphocytes B naissent et font toute leur maturation. Ah. Les B restent sur place, eux. Voilà. De A à Z. Et n'oublions pas les autres acteurs, les macrophages, les granulocytes, toutes ces cellules de première ligne sont aussi produites dans la moelle osseuse. C'est vraiment l'usine qui tourne en continu. Et les sources, elles détaillent justement comment les lymphocytes B deviennent matures là, dans la moelle. Ça allait d'être un processus très cadré, hein. Oui, c'est une séquence fascinante, très contrôlée. Ça part d'une cellule souche qui décide de devenir un lymphocyte B. On la reconnaît parce qu'elle a un marqueur, le CD34+. D'accord. Ensuite, elle s'affirme, B, disons, en exprimant un autre marqueur, le CD19. C'est le stade pro-B. Puis vient une étape clé, elle commence à fabriquer son arme, son récepteur spécifique, le BCR, qui reconnaîtra les microbes. Le BCR est B. C'est comme un test pour vérifier que tout va bien. Une version d'essai. Comme un prototype, hein. Un peu, oui. C'est un point de contrôle qualité, en quelque sorte. Une fois que ce test est passé, la cellule assemble le vrai BCR, le récepteur complet et fonctionnel. Et là, elle est prête. Presque. Elle devient un lymphocyte B immature. À ce stade, elle exprime un premier type d'anticorps à sa surface, l'IgM. Et pour finir, elle devient mature en ajoutant un deuxième type d'anticorps, l'IgD, à côté de l'IgM. IgM et IgD ensemble. Voilà. Cette double expression IgM-IgD, c'est le signe de la maturité complète. Là, le lymphocyte B est prêt,
il peut quitter la moelle et partir patrouiller dans le corps. C'est incroyable ce parcours. De la cellule souche au soldat opérationnel, tout ça sans quitter la moelle osseuse. Et chaque étape, chaque marqueur qui apparaît ou disparaît, la construction du BCR, tout ça est crucial pour garantir qu'on produit des lymphocytes B efficaces, capables de reconnaître spécifiquement un ennemi et d'y répondre. C'est vraiment d'une précision remarquable. Donc, si on résume un peu, on a deux grands centres avec des rôles bien définis, mais qui communiquent. C'est ça. La moelle osseuse, Si, la source de tout et le lieu de maturation complet pour les lymphocytes B, oui. et le thymus, le centre de formation très pointu, la sélection drastique pour les lymphocytes T. Absolument. Ces documents illustrent bien la complexité, mais aussi l'élégance de ce système. Comment il se construit, se renouvelle, s'adapte, même avec des changements majeurs comme l'involution du thymus. Cette interaction entre les organes, les migrations des cellules, c'est la clé d'une défense efficace, en fait. Tout à fait. C'est fondamental pour avoir une réponse immunitaire globale et cohérente. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière interrogation pour nos auditeurs. Si cette usine à lymphocytes T, le thymus, réduit autant sa production avec l'âge, comment notre répertoire de défense T fait-il pour rester à jour, pour nous protéger contre de nouvelles menaces pendant des décennies? Excellente question pour finir. Ça ouvre sur la mémoire immunitaire, la longévité des cellules T existantes, tout un autre sujet passionnant. Bienvenue à cette exploration du système immunitaire périphérique. Aujourd'hui, on se penche sur les organes lymphoïdes secondaires et aussi le système immunitaire associé aux muqueuses. On va essayer de décrypter un peu comment notre corps organise sa défense au-delà, disons, des organes centraux comme la moelle osseuse, le thymus. Oui, bonjour. Et c'est vrai que ce sont des systèmes complexes, mais vraiment vitaux. Absolument. Et d'ailleurs, petite accroche, on ne réalise pas toujours qu'une part énorme de notre armée immunitaire est vraiment spécialisée dans la protection de nos muqueuses. C'est une surface immense. Ah oui, c'est colossal. Bon alors, c'est parti, déballons ça. D'abord, les caractères généraux de ces organes lymphoïdes périphériques, les secondaires. Ils ont une structure réticulo-endothéliale, c'est ça? Et ils se développent plus tardivement. Tout à fait. Après la naissance et surtout en réponse à la stimulation par des antigènes. Ils dépendent aussi des organes primaires, bien sûr. Et c'est vraiment là, sur ces sites périphériques, que les antigènes rencontrent les cellules effectrices. La réponse immunitaire se joue là. Donc c'est le terrain de jeu principal, en quelque sorte. C'est ça. Ce sont les véritables sites de la réponse. Et ce développement post-stimulation, c'est clé. Ils apprennent, ils s'adaptent. C'est pas figé. Une adaptation constante. D'accord. Alors, zoomons sur les ganglions lymphatiques. On en aurait près de 1000. C'est énorme. Oui, c'est un réseau très dense. Petits, 1 à 15 mm, souvent en forme de haricot. Ils surveillent des territoires précis via la lymphe, c'est bien ça? Exactement. La lymphe, elle, circule à sens unique. Elle entre par plusieurs vaisseaux, les afférents, Ok. et elle ressort par un seul vaisseau, l'efférent. On peut imaginer comme des postes de contrôle un peu partout. C'est une bonne image. Et à l'intérieur, l'architecture est fascinante. Il y a une zone corticale avec les lymphocytes B organisés en follicules, d'abord primaires, puis ils deviennent secondaires, avec un centre germinatif après contact avec l'antigène. C'est là que les lymphocytes B s'améliorent, si on veut. Ah oui, comme un centre d'entraînement. Un peu, oui. Puis une zone paracorticale, plutôt pour les lymphocytes T et les cellules qui leur présentent les antigènes. Et enfin, une zone médulaire, plus mixte. Et il y a ces fameuses AGV aussi. Ah oui, crucial. Les vénules à endothélium élevé. Ce sont les portes d'entrée pour les lymphocytes qui arrivent du sang. C'est très sélectif. Donc fonction principale, filtration de la lymphe, interaction cellule-antigène, et puis l'activation et la prolifération des lymphocytes B et T. C'est exactement ça, un vrai carrefour immunitaire. D'accord. Alors, après les ganglions qui filtrent la lymphe, il y a la rate, le plus gros organe lymphoïde, c'est ça? Oui, environ 12 cm, situé sous les côtes, à gauche. Et sa particularité, c'est qu'elle filtre le sang, pas la lymphe. Et beaucoup de sang. 100 à 200 millilitres par minute, c'est impressionnant. Tout à fait. C'est le filtre sanguin principal pour les antigènes. Elle a deux zones principales. La pulpe rouge, qui élimine les vieux globules rouges. Une fonction d'épuration, donc. Voilà. Et la pulpe blanche, qui est le tissu lymphoïde. Là aussi, on retrouve une organisation avec des zones T et des follicules B. Et c'est pour ça qu'une ablation de la rate, une splénectomie, ça rend plus vulnérable à certaines infections. Exactement.
Surtout aux infections par des bactéries encapsulées qui circulent dans le sang, la rate joue un rôle majeur pour les capturer. D'autres organes compensent un peu, mais pas totalement. Compris. Intéressant. Passons maintenant au système lymphoïde associé aux muqueuses, le MALT. Là, on parle d'une surface gigantesque, plus de 400 mètres carrés. Oui, c'est notre plus grande interface avec l'environnement. La population de lymphocytes y est énorme, peut-être même plus importante que dans tout le reste du corps réuni. C'est fou. Comment est organisé, un tel système? Alors, il peut être soit diffus, dispersé dans la muqueuse, soit organisé en structures bien définies. On parle de GALT pour l'intestin, GALT. oui, Gut Associated Lymphoid Tissue, et de BALT pour les bronches. Il y a aussi les plaques de Peyer dans l'intestin, l'appendice, les amygdales. Tout ça fait partie du MALT. Et sa fonction phare, c'est quoi? C'est la production massive d'IgA sécrétoires. Environ 80% des immunoglobulines qu'on produit chaque jour, c'est des IgA sécréteurs. Ces IgA traversent l'épithélium pour aller directement sur la surface muqueuse. Une première ligne de défense locale, donc. Exactement. C'est crucial sur ces grandes frontières avec l'extérieur. Focus sur le GALT, alors le système intestinal. Il y aurait 2 compartiments, hein? Oui, on distingue un compartiment inducteur où la réponse immunitaire est initiée. C'est là qu'on trouve les plaques de Peyer, par exemple, et un compartiment effecteur, là où les cellules immunitaires agissent, comme dans la lamina propria, juste sous l'épithélium intestinal. Et ces plaques de Peyer, elles sont où exactement? Surtout dans l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle. Ce sont des agrégats de follicules lymphoïdes avec des zones B et des zones T. Et elles ont une particularité. Les cellules M? Précisément, les cellules M. Elles sont uniques, elles sont capables de goûter ce qu'il y a dans la lumière intestinale, de capturer des antigènes et de les transporter vers les cellules immunitaires qui attendent juste derrière. Des sortes de passeurs d'antigènes. C'est une bonne image, oui. Elles sont essentielles pour la surveillance. On trouve aussi des cellules présentatrices d'antigènes classiques juste en dessous. Et dans la muqueuse elle-même, on trouve d'autres lymphocytes. Oui, des populations spécifiques. Les lymphocytes intraépithéliaux, les LIE, qui sont carrément logés entre les cellules de l'épithélium, de vraies sentinelles, et ceux de la lamina propria, les LPL, qui sont juste en dessous, avec aussi les plasmocytes qui fabriquent les fameuses IgA. Et là aussi, on trouve des EV pour le recrutement des cellules. Et la circulation de ces lymphocytes, ils restent dans l'intestin après activation? Alors, c'est un point clé. Beaucoup, après avoir été activés dans les plaques de Peyer ou les ganglions mésentériques qui drainent l'intestin, retournent dans la circulation sanguine via le canal thoracique. Mais ensuite, grâce à des sortes d'adresses moléculaires, ils savent revenir spécifiquement vers les muqueuses, notamment intestinales. Ils utilisent les HEV locales pour ressortir du sang et patrouiller. C'est un cycle constant. Un système de homing, de retour à la maison en quelque sorte. Tout à fait, un homing très spécifique aux muqueuses. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, les ganglions filtrent la lymphe, Oui, la rate filtre le sang, c'est ça. et le MALT, en particulier le GALT, défend nos immenses surfaces muqueuses, notamment avec les IgA. Chaque système a vraiment son rôle bien défini. Exactement. On voit une organisation très structurée, avec des zones dédiées pour les lymphocytes B et T, des portes d'entrée spécifiques comme les HEV, et une adaptation remarquable, comme la transformation des follicules primaires en secondaires, avec centre germinatif après stimulation. Voilà qui conclut notre analyse de ces composants essentiels de l'immunité périphérique et muqueuse. On a vu comment ces systèmes filtrent, rencontrent les antigènes et organisent la défense. Peut-être une pensée pour terminer. Le GALT, le système intestinal, il est confronté en permanence à une quantité phénoménale d'antigènes, aliments, microbes de notre flore, mais aussi pathogènes potentiels. C'est vrai? La grande question, c'est comment arrive-t-il à faire la différence? Comment tolérer ce qui est inoffensif ou bénéfique tout en restant prêt à combattre les vrais envahisseurs? La question de la tolérance versus l'immunité active? Exactement. Cet équilibre est fondamental et c'est vraiment un des grands défis pour comprendre et traiter beaucoup de maladies inflammatoires ou auto-immunes liées aux muqueuses. Une excellente question pour continuer à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette discussion.